Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la double défaite de l'équipe nigérienne de football, le MENA, contre les Fennecs d'Algérie à l'aller comme au retour. L'actualité, c'est aussi l'élection lundi des nouveaux membres de la Commission nationale des droits humains, CNDH. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la participation des représentants du Niger au sommet Afrique-France 2021 tenu les 7, 8 et 9 octobre 2021 à Montpellier en France. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Docteur, bonsoir. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 15 octobre par du football avec la double défaite du MENA. Les Fennecs d'Algérie ont battu le MENA du Niger par 4 buts à 0 mardi 12 octobre 2021 à Niamey. Un match retour comptant pour les qualifications africaines de la Coupe du Monde 2022 de football. Les Algériens éliminent ainsi les Nigériens et rattrapent le Burkina Faso en tête du classement du groupe A avec 10 points. Cette défaite intervient 4 jours seulement après celle de Blida par 6 buts à 1 en match aller. Abachari Anemi, vous êtes aussi journaliste sportif. Que peut-on retenir au sujet autour de cette double défaite de l'équipe nationale de football du Niger, le MENA? Merci. Il faut tout simplement dire que ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire? Ce n'est pas surprenant parce que l'Algérie, en ce moment, est championne en titre du continent, alors que ça fait 8 ans, jour pour jour, que nous ne sommes pas qualifiés à une phase finale de la CAN. Nous sommes dans les profondeurs du classement mondial et africain, alors qu'ils font partie des 5 premières nations de football en Afrique. Mais aussi, quoi qu'on dise, depuis la dernière Coupe du Monde jusqu'à ce jour, l'Algérie est parvenue à mettre en place une équipe nationale très compétitive et là qui doit se qualifier à la Coupe du Monde et qui doit faire parler comme à la précédente édition du continent africain. Le MENA, nous sommes... Alors, quelle est la recette de l'Algérie? La recette de l'Algérie, vous savez, c'est des pays qui ont une grosse marge de manœuvre en ce qui concerne les joueurs nés et grandis dans des pays de football tels que la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, alors que ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas, pourquoi? Ce n'est pas notre cas parce que nous n'avons pas une diaspora aussi importante que l'Algérie. Pour diverses raisons, historiques, géographiques et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, l'Algérie a une tradition de football de jeunes. Vous vous rappelez, quand il y a eu le scandale en 2009, ils étaient déjà dans le dernier carré, donc ils sont parvenus à aller en Coupe du Monde de la catégorie bien avant nous. Mais aussi, leur football est plus nanti à tout point de vue que notre football. Aujourd'hui, le football, c'est l'argent. Ils ont dans leur effectif des joueurs comme Mahrez. Il ne faut pas oublier que ce joueur a été même élu meilleur joueur de la Première Ligue, c'est-à-dire le championnat anglais. Donc, ce sont des victoires méritées. C'est des victoires nettement méritées. En ce moment, on peut encore 4 jours plus tard jouer contre eux avec notre même équipe. Et ils vont nous gagner. Cependant, ce qui est triste, c'est que d'abord,
avant d'aller en Algérie, il a été mené une mauvaise communication autour de cette équipe. Faussement, nous on sait que c'est faux, mais faussement on faisait croire aux Nigériens qu'on pourrait aller tenir en échec l'Algérie. Chez lui. C'est tout simplement un mensonge, malheureusement. Et ça, quand le MENA a perdu 6-1, donc le découragement des Nigériens, la déception des Nigériens était à la hauteur aussi de leur espoir. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, on n'a rien à aller à chercher en une Coupe du Monde en ce moment parce que nous ne remplaçons pas les conditions, sauf si c'est pour aller déshonorer le peuple nigérien, sauf si c'est pour aller déshonorer l'Afrique. Ça, c'est un. Deux, nos jeunes, c'est-à-dire la composition de notre équipe. Vous savez, en équipe nationale, je ne sais pas si certains ici ont eu à jouer en une équipe nationale quelconque, c'est tout un... C'est global. Le sentiment national compte pour beaucoup pour quelqu'un qui joue en équipe nationale. La fibre patriotique. Le patriotisme. Le patriotisme. Un joueur qui est né, grandi au Niger, qui a été éduqué en nigérien, en homme nigérien, avec les valeurs nigériennes, n'a pas le même sentiment qu'un joueur. Il a beau être nigérien, s'il n'est pas né au Niger, s'il n'a pas connu du tout le Niger, si ses parents ne l'ont jamais amené au Niger et que par la grâce du football il vient jouer en équipe nationale, il n'aura pas le même comportement. Quand on te joue l'hymne national en équipe nationale, je t'assure tout. La chair de poule, tu l'as. Et j'ai vu des camarades d'équipe pleurer à chaudes larmes le temps, les 2-3 minutes que l'hymne national se joue. Si tu n'as pas ce sentiment, tu ne peux pas jouer dans une équipe nationale, tu n'as pas ta place. Et l'ossature d'une équipe nationale doit être constituée de tels joueurs, capables de se surpasser. Sinon, ce n'est pas une équipe nationale, c'est un conglomérat de joueurs, on les met ensemble, peut-être pour les primes qu'on va leur proposer, qu'ils vont se mouiller le maillot. Si l'ossature est constituée de comme joueurs... Comme les Zambiens, les Ivoiriens, les Sénégalais. Justement les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens. Donc c'est la même chose. Je crois que c'est à ça qu'on doit vraiment s'atteler les jeunes que les centres de formation qui ne sont pas de haut niveau parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les clubs, tous les clubs ont au moins des équipes de jeunes mettent en place. Ces joueurs-là doivent être travaillés dans ce sens-là. Mais de façon plus générale, l'instruction civique pour aimer notre pays doit être de mise dans l'éducation de tous nos enfants. Quand un enfant ne peut pas te chanter l'hymne national et qu'il est en équipe nationale, tu vas regretter quand on va te dire que c'est ton enfant. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faut travailler à ça. Maintenant, globalement, on s'est qualifié à la Coupe du Monde, à la CAN en 2012 et en 2013, à la faveur de quoi on sait. Depuis, nous ne nous sommes pas qualifiés. La fédération, vraiment, doit faire son mea culpa. Je crois que nous sommes dirigés par la même équipe de fédération depuis 12 ans. Nous sommes dans la 13e année. Je crois que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Garé Amadou, qu'est-ce que vous avez relevé comme imperfection au niveau de la fédération nigérienne de football et même de l'équipe nationale, le MENA? En fait, aujourd'hui, la question que l'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça marche au Mali? Pourquoi ça marche au Burkina? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi ça marche au Togo? Non, le Sénégal encore c'est un grand pays. Je parle des pays qui sont à côté comme des petits pays de football. Ces 4 pays-là, pourquoi ça marche là-bas et ça ne marche pas ici? Vous avez suivi l'entraîneur, le sélectionneur? Non, l'entraîneur, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à sa sortie. L'Algérie, le Niger, c'est vrai, il n'y a pas match. Parce que quelqu'un m'a dit, lui, il était au stade, il avait l'impression que les joueurs nigériens étaient plutôt admiratifs par rapport aux gestes techniques de Mahrez plutôt que de jouer. Et il m'a dit, non, à la fin du match, les gens cherchaient pratiquement presque des autographes ou qu'on les prenne en photo avec Mahrez, la star. C'est vrai, il n'y a pas match entre eux, mais enfin, 10 buts en deux rencontres. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on a l'une des défenses les plus mauvaises du continent. Une défense flottante. Ah non, c'est une passoire. C'est une passoire, 10 buts. C'est une passoire. Deuxième chose,
Le gardien est vieux, Daouda Kassali. Pourquoi chaque fois vous le ramenez? Pourquoi? Moi, peut-être qu'ils n'ont pas préparé la relève. Non, enfin, on ne va pas me dire que dans tout le Niger, quelle est l'équipe qui a la meilleure défense? Quel est le gardien qui a encaissé le monde de but pendant le championnat? Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Pourquoi vouloir chaque fois amener ces anciens-là dans l'équipe nationale? Alors que Daouda Kassali, il est fatigué. Il est temps de changer. Troisième chose, effectivement, l'instance dirigeante, je suis d'accord avec Arimi, elle doit faire son mea culpa. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas un changement, c'est toujours la descente aux enfers qui va continuer. Moi, je pense qu'il faut que l'équipe actuelle là puisse peut-être laisser la place à d'autres pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut sauver. Normalement, le recrutement des joueurs. Moi, j'avais fait ce débat-là une fois sur ce plateau-là. Moi, j'étais étonné de savoir, je ne sais pas dans cette sélection-là, mais la sélection précédente là, du MENA, le meilleur buteur du championnat qui est le joueur de l'AS Gendarmerie nationale n'était pas sélectionné. Ouais, le meilleur buteur du championnat. Comment vous pouvez expliquer ça aux Nigériens? C'est quoi ça? Puisque l'un des défauts de l'équipe nationale du Niger, justement, c'est d'avoir un buteur patenté, c'est-à-dire quelqu'un qui est une sorte de marqueur, quelqu'un qui peut marquer un but à tout moment. On n'a pas cela. Et on a la chance d'avoir un buteur du championnat, le meilleur buteur du championnat. Je demande à quelqu'un, il me dit non, il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Le gars se tait. J'ai dit, mais il y a un problème. Et on m'a dit que non, il y a des groupes de pression. On m'a parlé de 3 Fada. Je te parle de Niamey. 3 Fada qui décident de qui rentre dans l'équipe nationale, qui rentre. Ce que l'entraîneur a dit là, que oui, on prend des joueurs sur le nom, oui, c'est vrai. Non, c'est une réalité. Moi, quelqu'un me l'a dit avant. Il dit qu'il y a 3 Fada à Niamey qui décident qui rentre dans l'équipe ou qui ne rentre pas. Le copinage. Ça, c'est clair et net. On me l'a dit. On m'a même cité une Fada. Je ne vais pas la dire ici. Mais comment est-ce qu'on peut avancer comme ça quand il y a trop de sentimentalisme dans la conception d'une équipe nationale qui est censée défendre les drapeaux du Niger? Ça ne marchera jamais. Tant qu'on va se rabattre sur des gens qui ont droit de vie ou de mort sur les joueurs, ça ne marchera pas. Mais l'excuse de l'entraîneur, elle ne peut pas tenir la route parce que l'entraîneur savait très bien. C'est maintenant parce que le MENA est battu qu'il vient sur le plateau nous dire oui, voilà, on prend. Mais si tu savais cela, pourquoi tu n'as pas démissionné et pourquoi tu n'as pas exigé à ce que ça cesse? Sinon, toi, tu ne vas pas continuer. Parce que ça veut dire que si le MENA avait gagné le match, il n'allait pas nous dire ça sur le plateau. Lors de l'interview d'après-match, il n'allait pas le dire. Donc, ce que je voulais dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour moi, le processus même de sélection des joueurs, il faut le revoir. L'instance dirigeante de la FENIFOOT, il faut la revoir. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Je suis d'accord avec Arimi. Quand une équipe pratiquement échoué, il faut changer. On ne peut pas continuer. Ousmane Sidikou, la double défaite du MENA a suscité beaucoup d'indignation au Niger. Comment améliorer l'avantage? Indignation pour indignation, mes autres collègues l'ont dit, certes c'était pipé d'avance, c'était un combat entre Goliath et David, mais tout de même, vu la déculottée sur le total des 2 matchs, nous ne pouvons qu'être terriblement et amèrement dessus. Ça repose sur le tapis, vraiment, le fait de situer les responsabilités. Moi, je ne serais pas pour vouloir jeter l'anathème sur X ou Y, mais il faut véritablement poser le débat du football nigérien qui ne va pas et qui est loin vraiment de sortir des sentiers battus à cette allure. Moi, je prends le premier par le politique. Franchement, le politique doit vraiment se ressaisir. Il doit se ressaisir. À travers les moyens. À travers les moyens. Arimi l'a dit, c'est-à-dire aujourd'hui le football a atteint un niveau, c'est-à-dire il faut investir. Il faut investir. On a des centres de formation qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes maintenant. Hein? Même le championnat. Heureusement qu'avec la dernière rencontre, il semblerait que l'enveloppe serait rehaussée. Ça, c'est un. Maintenant, l'instance dirigeante du football. Les gens se l'ont dit, vraiment, c'est du surplace. Vraiment, sous certains cieux, ils doivent rendre le tablier. L'entraîneur et les joueurs. Arima en a parlé d'un point extrêmement important, vraiment le patriotisme. Quand vous regardez pendant l'hymne national, je vous assure, le nombre de joueurs qui se sont tués quand on entonnait l'hymne national était plus que ceux qui arrivaient à marmonner quelque chose. Dieu seul sait quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui vraiment n'a pas cette fibre patriotique-là, c'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'on peut lui proposer, c'est-à-dire qu'on vous... La mine, ça ne lui ferait ni trop chaud ni trop froid. Ce qui l'intéresse, c'est les primes. C'est les primes. Et c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, vraiment, moi, je me dis que
aussi bien le politique, l'instance dirigeante du football, les footballeurs eux-mêmes, vraiment, s'il a mis eux-mêmes de faire les états généraux du football, ça s'impose. Ça s'impose. Aujourd'hui, c'est-à-dire, nous, on se sent mal quand on part sur d'autres shows, en voulant prendre même, on dit, vous n'avez même pas voix au chapitre. Et ça fait mal. Moi, je me dis qu'il faut reposer le débat. Vraiment, le football du Niger, on a tous intérêt à lui redonner ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, dans la sélection, Garé l'a dit. Comment vous pouvez expliquer aux citoyens lambda qu'on ait dit que le meilleur buteur d'un championnat, sur quelle base il a été disqualifié? C'est ce qui m'amène vraiment, pour ceux qui pensent que non, je ne dédouane pas le coach, hein. Vraiment il a une grande part de responsabilité, que ceux qui tablent pour un truc de coach national. Est-ce que ce coach national aura les coudées franches, hein? Quand on sait qu'il y a des FADA, bien des groupes de pression, hein? Donc vraiment la question, ce n'est pas une question de coach. Loin de dédouaner ce coach-là qui a une grande part de responsabilité. Mais est-ce que réellement le choix du coach national serait la panacée à notre football, quand on sait qu'il y a des gens qui tirent les ficelles de l'ombre? Donc, je parle sur le contrôle de Arami Mokhtar. C'est vrai, Garé, il est vieux. Mais prenez après Kassali, tous ceux qui ont eu à voir à émerger, ils sont où maintenant? Mais ce n'est pas une excuse quand même de maintenir Kassali. Aujourd'hui, la sélection, mais allez-y dans les autres régions, il y a des pépites. Mais qu'on dise que non, c'est vraiment, c'est à Niamey que tout. Non, je suis désolé. Arimi, oui, allez-y. Ce qui dédouane le coach relativement, parce qu'un coach de haut niveau doit être capable de réagir, ne serait-ce que sur un match qu'il joue. Ça n'a pas été son cas, donc il y a sa faute, il faut reconnaître. Mais déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, il y a 2 ans, nous avons perdu presque, d'ailleurs avec un score pire, contre Madagascar, qui n'est pas un pays extraordinaire de football. N'est-ce pas? Avant ça, on se rappelle que le Burkina, chez eux, il leur est arrivé de nous battre 4-1. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un mal vraiment qui n'est pas conjoncturel. C'est structurel, désormais structurel, le mal de notre football. Et il faut, maintenant, une bonne nouvelle, c'est ce que Sidoukou était en train de rappeler. Généralement, je ne donne pas de telles informations, mais je trouve que c'est vraiment presque révolutionnaire. Le président de la République qui a décidé vraiment de mettre désormais la Coupe nationale à hauteur de 50 millions. Je trouve que c'est extraordinaire. Rapidement, Garé, rapidement. Heureusement qu'on a été éliminé maintenant. On doit jouer. Mais attendez, on n'a pas le droit de ne pas jouer. Mais attendez, mais si on était qualifié pour le mondial, c'est pour partir faire quoi? Ça sera comme le Congo. Heureusement. J'ai dit, parce que ça veut dire quoi? On n'est pas prêt pour les grandes compétitions. Il faut qu'on construise notre équipe. Mokhtar, s'il vous plaît. Je parle sur le compteur. Est-ce que s'il y a lieu, est-ce qu'on peut demander aux instances du football vraiment qu'on nous suspende pendant des années, même pour nous permettre de préparer? Voilà, c'est la meilleure solution, mais il y aura des sanctions, c'est sûr. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. L'ancien ministre de la Justice sous la 5e République, le magistrat Mathieu El Hadj Moussa, a été élu lundi à Niamey nouveau président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, ainsi que les autres membres du bureau de l'institution, rapporte une dépêche en ligne de l'agence nigérienne de presse ANP du 11 octobre 2021. Le tout nouveau bureau est composé de Madame Kako Fatouma, vice-présidente, et Insa Garba Saïdou, rapporteur général, et Ali Dodo, rapporteur général adjoint. Gary Amadou, que peut-on retenir au sujet de ce tout nouveau bureau de la Commission nationale des droits humains? On connaît la plupart des membres de cette Commission nationale des droits humains. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que vraiment qu'elle fasse un bon travail, un travail digne de ce que le travail. Vous connaissez les membres, ils sont comment? Non, je les connais. Vous savez, c'est pas la peine de chercher à de s'attarder. Mais enfin, chacun a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Chacun a ses défauts. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit se tourner vers l'avenir et se dire, bon, il faut que cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme fasse un travail à la hauteur de le travail qu'a battu Khalid Ikri. L'équipe sortante. Oui, l'équipe de Khalid Ikri. Parce que bon, l'équipe de Khalid Ikri était même extrêmement étouffée. Je ne dis pas que celle-là n'est pas étouffée, mais on souhaite que celle-là qui vient de s'installer puisse faire
mieux que celle de Khalid, vous comprenez, dans le cadre et surtout qu'il y ait vraiment un travail plus crédible, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va les attendre. Chaque membre de la Commission nationale des droits de l'homme a son histoire, n'est-ce pas? Les gens connaissent pratiquement chacun d'entre eux, chacun a son histoire. Maintenant, bon. Chacun a son histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun Non, a son je veux histoire. dire. Non, je veux dire. Non, Chacun a son background. Chacun a son background. Est-ce que vous comprenez? Mais je me dis, il y a des gens qui ont fait, enfin, dans toute leur vie, comme la vie de tout un chacun, tu fais des bonnes choses, tu fais des mauvaises choses. Maintenant, le plus important, c'est de prendre la leçon par rapport à ce que tu as fait de mauvais pour que tu ne puisses le répéter. C'est corrigé. Oui, que tu laisses ce que tu as fait de mauvais derrière et que tu puisses le regarder devant toi. C'est pourquoi j'ai dit, je souhaite à ce que vraiment tous les membres de la Commission nationale des droits humains puissent faire un bon travail, parce que le travail qu'ils vont faire, c'est quand même l'intérêt des droits de l'homme d'abord sur le plan national et puis sur le plan international. Parce que, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, il y a des textes internationaux qui garantissent des droits qu'il doit falloir que cette Commission nationale-là veille à ce que ces droits-là soient respectés à tous les niveaux. Ousmane Sidikou, quels sont les défis qui attendent ce nouveau bureau de la CNDH? L'un des tout premiers défis, le président l'a dit à travers ses propos liminaires, il y a 2 activités qui les attendent au tournant. C'est le rapport d'activité de la dite institution et le rapport sur la situation. Quel genre de rapport? Semestriel, annuel, triennal? Qu'il soit, même si c'est hebdomadaire, c'est un rapport. Les rapports, c'est Val Mokhtar. S'il en a parlé, ce qui veut dire que c'est un travail qui est attendu d'eux, un travail sérieux, scientifique. Indépendamment de ce rapport d'activité de l'institution, il y a, je pense, le rapport sur la situation des droits humains à l'échelle nationale. Donc, ces 2 activités, ils en ont la pleine conscience que Garé l'a dit. Maintenant, c'est une dynamique qui a été laissée par l'équipe sortante. Vraiment, au passage, il faut leur tirer le chapeau. Ils ont vraiment, à des moments critiques, au moment où il fallait intervenir et parler, ils l'ont fait. Et donc, on ne peut que souhaiter que cette dynamique-là soit maintenue et renforcée par la toute nouvelle équipe. Le président l'a dit, les défis, ils sont nombreux, multiples et multiformes. À présent, les élections sont passées, le nouveau bureau est mis en place. Maintenant, c'est de regarder dans la même direction. C'est quoi regarder dans la même direction? C'est-à-dire honorer ou bien confirmer tout le bien de ceux pour qui ils sont là. Ils sont là pour le peuple nigérien et pour servir le Niger qui leur a tout donné. On ne peut que leur souhaiter bonne chance et vivement que, en passant le témoin, que les gens puissent les citer en exemple, comme on est en train de le faire en ce moment avec l'ancienne du professeur Khalid Ikri. Donc je pense qu'ils en ont conscience. C'est un temple de la démocratie et des droits humains. Ils en ont conscience. On ne peut que leur souhaiter bon vent dans leur nouvelle charge et vivement au travail. Abachar Yarimi, la CNDH est une autorité administrative indépendante, une institution en charge de la promotion et de la protection des droits humains au Niger. Quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis de cette nouvelle équipe et de cette institution? Écoutez, c'est la prise en charge de tous les cas de violation des droits de l'homme au Niger. Ils ne sont pas des juges, ils ne vont pas juger quelqu'un, ils ne vont pas pousser les gens à se plaindre ou quoi que ce soit, mais le rapport est un de leurs outils, le rapport annuel en matière de la gestion des droits des humains vraiment sur le territoire nigérien. C'est le problème qu'il y a avec cette équipe, c'est qu'ils vont remplacer une équipe qui a quand même eu à mettre la barre assez haute. Et ça, avec le président Khalid Ikri, bon, qui avait déjà un background, pour parler de background, qui a fait 20 ans à la NDDH, qui l'a créé et géré vraiment de main-d'œuvre, de maître, parce qu'il a quand même imposé cette organisation-là sur le plan même sous-régional, on peut dire. C'était une grande organisation, la NDDH. Et pendant leur mandat, on a vu, ils ont eu à prendre des questions telles que la violation des droits de l'homme, y compris par nos propres forces de défense et de sécurité, notamment l'affaire Inates, n'est-ce pas? Et on les a vus sur le terrain, n'est-ce pas? Ça rassure
Et on a vu l'accrochage qu'ils ont eu, notamment au niveau de la PJ et tout. Et pourtant, y en a qui viennent quand même du pouvoir, puisque le président de la République a son représentant, le président de l'Assemblée, ainsi de suite. Malgré tout, ils ont pu vraiment prendre du recul et jouer leur rôle. Donc ça sera désormais le rôle de Maître Mati, n'est-ce pas, qui lui était un ancien ministre, ancien juge. Et est-ce qu'il pourra faire autant? Ne pas faire autant, ça va se ressentir tout de suite. Mais s'il le fait, il sera nécessairement salué. L'autre défi à relever, c'est notamment pour le rapporteur général. Il va remplacer quelqu'un que nous connaissons désormais assez enseignant-chercheur à bien. l'université. Oui, voilà, Talibi, n'est-ce pas, qui a fait vraiment félicitations à lui, en fait, qui a fait un passage assez remarqué. Rien qu'au plan individuel, comment il animait ses pages Facebook, ses réseaux sociaux, c'était très remarquable, n'est-ce pas? On n'a pas besoin... En fait, on sent qu'il respirait droit de l'homme. Est-ce que Insa va faire autant? Est-ce qu'il va changer de fusil d'épaule et avoir une autre approche? Toujours est-il que nous, dans ce pays, nous avons vraiment besoin d'une commission qui va... Parce qu'il y a plein de chantiers, n'est-ce pas, au plan social, au plan économique, n'est-ce pas, et vraiment le respect tout simplement des droits humains, l'égalité entre les citoyens. Il y a du boulot à faire et j'espère qu'ils sont là pour ça et qu'ils vont pouvoir faire au moins comme l'équipe sortante. Gary Amadou, la CNDH a pour mission de veiller à l'effectivité et à la promotion des droits et des libertés fondamentales. La nouvelle instance dirigeante de cette institution peut-elle être en mesure de relever ces défis, surtout quand on sait que beaucoup d'institutions sont laminées par le sentimentalisme, la politisation? Est-ce que cette équipe peut être à la hauteur? A priori, oui. Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis qu'a priori oui? Parce que je me dis que c'est quand même des membres d'une commission qui ont prêté serment. Le serment, c'est pas n'importe quoi, Mokhtar. Le serment, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce... Tu as beau être représentant du président de la République, représentant du président de l'Assemblée nationale, il y a ce serment-là, et sur la base duquel tu dis que tu vas travailler. Donc, a priori, moi, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir faire un bon travail. D'abord, ce sont des gens, c'est vrai, comme je l'ai dit, la plupart on les connaît. Au niveau de la société civile, par exemple, Hinsa Garba est très connu, moi je le connais très bien. Mati a été ministre de la Justice, on le connaît très bien aussi. Et donc, les autres aussi, on les connaît un peu. D'autres sont un peu dans l'appareil politique de certains, mais on les connaît très bien, ces gens-là. Et apparemment... Tout à l'heure, vous avez énuméré, entre autres qualités, l'objectivité de l'équipe sortante. Oui, est-ce qu'on peut s'attendre à cette même façon de faire de l'équipe sortante à cette nouvelle équipe? Moi, je pense qu'ils vont faire un très bon boulot. Pourquoi ils veulent le faire? Parce qu'ils savent qui est-ce qu'ils viennent de remplacer. Ils savent très bien qu'au bout du compte, on va essayer de les comparer. Et donc, ils vont mettre ils vont mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que leur travail, même s'il ne dépasse pas celui de l'équipe de Khalil Lekiri, au moins qu'ils puissent être à la même hauteur. Je pense qu'ils en sont conscients et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais dit au début, nous leur souhaitons vraiment plein succès, vraiment pour le bonheur des droits de l'homme au Niger. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif au nouveau sommet Afrique-France qui s'est tenu les 7, 8 et 9 octobre dernier à Montpellier, en France. Organisé par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, l'événement s'est tourné vers les acteurs du changement entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes et sportifs, créateurs, influenceurs. Le nouveau sommet Afrique-France a pour but de questionner
questionner et de définir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain en écoutant la jeunesse, en répondant à ces interrogations et en créant un nouvel espace de dialogue orienté vers l'avenir selon le président français Emmanuel Macron. Ousmane Sidikou, que faut-il retenir ou comprendre de ce nouveau sommet Afrique-France 2021? De facto, n'importe quoi, comme dirait l'autre. France, Afrique, Afrique, France, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Mokhtar, pour revenir à votre question, moi je me dis, par rapport à ce sommet, honnêtement parlant, je ne veux pas revenir sur la cooptation, bien le choix des représentants. Honnêtement parlant, j'ai mal pour beaucoup de nos dirigeants. Une fois de plus, qu'ils se mettent à l'esprit que la France, comme l'a si bien dit un de ses anciens présidents, elle n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts à défendre. Aujourd'hui, à travers ce format, que le ministère ait mis à contribution les différentes chancelleries de la France pour choisir ou bien trier sur le volet de ceux qui doivent assister à sommet, moi je me dis qu'à la limite c'est même un manque de respect quelque part pour aussi bien nos pays africains et nos dirigeants. Soit en passant. Aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté, moi je ne rentrerai pas dans les détails parce que pour moi c'est vraiment... Macron semble avoir si bien faire pour se redonner une certaine crédibilité, une certaine cote. Moi je me dis que ça a été raté. Aujourd'hui... Donc selon vous, c'est un échec? C'est un échec. C'est un échec, c'est du folklore, c'est du cinéma. Je vous donne un exemple. Qu'il ait dit, par exemple, en répondant à des questions, notamment sur l'intervention des militaires de la France dans un pays, qu'il ait dit que non, c'est sur la demande des pays africains. C'est fou. Aujourd'hui, dites-moi, pour le cas du Niger, pour le cas du Niger, est-ce que toute l'installation de toutes ces bases-là militaires ont passé par l'Assemblée? Peut-être que c'est le président de la République qui en a formulé la demande. Qu'il ait formulé la demande, d'accord, mais quand même, ça devrait passer à l'Assemblée. Non. Pour revenir à votre question... Que le représentant du peuple, l'Assemblée. Absolument. Donc, pour revenir à votre question, pour vous dire que le format est changé. Aujourd'hui, c'est-à-dire la France a intérêt à revoir sa copie. Aujourd'hui, comment à revoir sa copie comment? En quittant ou bien... Il y a un sentiment anti-français qui est en train d'être développé dans plusieurs pays africains. La France est loin d'être la solution, mais plutôt le problème, sur le plan sécuritaire de beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, elle a intérêt à revoir sa copie. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de choisir ou bien mettre à contribution ces différentes chancelleries dans des pays africains pour choisir des acteurs, des influenceurs et je ne sais quoi pour venir à Montpellier et discuter. Je vous donne un exemple. Rien qu'au Burkina, quand vous prenez la liste de ceux qui ont participé, deux noms figurent, mais pourtant ils étaient là-bas, mais pas dans le même cadre. C'est pour dire que le coach a été raté. Elle a intérêt à revoir sa copie, à discuter de façon sérieuse avec vraiment les pays africains. Sinon, le sentiment anti-français qui est en train de se généraliser et de se globaliser, je crains fort pour elle que cela ne puisse avoir des répercussions. Gary Amadou, pour la première fois depuis le début des sommets Afrique-France en 1973, cette rencontre exclut les chefs d'État du continent. Comment expliquer ce changement brusque d'interlocuteur? Oui, en fait, ce changement brusque d'interlocuteur, ça peut se comprendre sur le fait que, on sait que, comme il l'a dit, la France est en train de perdre de vitesse, en tout cas dans ses anciennes colonies. On voit ce qui s'est passé en Centrafrique avec l'arrivée des mercenaires de Wagner, la tentative des mercenaires de Wagner de venir au Mali, etc. etc. C'est-à-dire que la situation en Algérie, la France est en perte de vitesse. Et moi, je comprends la volonté des Français de changer, en tout cas d'approche. Je comprends que la France ait senti la nécessité de ne plus inviter les chefs d'État et plutôt d'inviter des jeunes qui sont plus à même de donner la vraie température. Donner la vraie température, c'est-à-dire... C'est-à-dire, en tout cas, de dire le ressenti qu'ont, par exemple,
les populations par rapport... Est-ce que ces jeunes-là sont représentatifs dans leur pays respectif? Non, par exemple, pour ceux qui sont du Niger, moi je sais que le président du Conseil national de la jeunesse a été là-bas. Et moi je considère que le président du Conseil national de la jeunesse est quand même représentatif. C'est quelqu'un quand même qui est assez dynamique et qui est parti représenter le Niger. Maintenant, c'est la première expérience de ce genre. Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes de la jeunesse nigérienne? Non, moi je pense qu'il est parti. C'est à lui de venir, par exemple, moi je pense, quand il revient, de faire un point de presse, de dire... Parce que ce qu'on ne sait pas, entre le forum médiatisé, là où le président Macron vient... Il y a eu des panels. Mais bien sûr. Donc, je suis sûr qu'il a participé à beaucoup de panels et je suis sûr qu'il va inviter la presse, il va faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Exactement. Non, c'est que, en fait, soyons un peu plus indulgents. C'est une première expérience que la France vient de faire. La France a décidé qu'au lieu d'inviter les chefs d'État qui vont venir tenir des beaux discours, plutôt inviter des gens qui sont plus à même de refléter... Ousmane Sédiko a parlé du cinéma. Non, c'est pas du cinéma. Moi, je pense que c'est pas... vers qui, Dagari, non, c'est pas... Non, attends. Vers la France ou vers les... Non, ceux qui ont organisé. Tu sais, c'est du coup. Moi, j'ai suivi un peu ce processus-là. Celui qui avait été délégué pour partir préparer ce truc-là, Achille Mbembe, qui est un écrivain, historien et tout. En fait, il est venu dans les pays. Quand il est venu dans les pays, discrètement, bien sûr, mais pour que le politique ne se mêle pas, il faut que lui-même puisse avoir ses propres trucs et puis recruter. Mais Gary Amadou, est-ce que les représentants du Niger à ce sommet représentent valablement les Nigériens, la jeunesse nigérienne? Non, oui, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous les connaissez tous? Non, je connais certains d'entre eux. Mais ce que j'ai dit, le plus important, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'amener en France des grandes gueules qui vont venir et qui vont insulter tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but. Il s'agit d'inviter des gens qui ont non seulement de la pondération, mais aussi de la réflexion. On a vu tous ceux qui ont intervenu, ces gens qui ont quelque chose dans la tête. Et je pense que cette expérience-là, pour la France par exemple, c'est une nécessité pour qu'elle puisse rebondir. Parce qu'elle est en train de perdre de la vitesse. Elle en a besoin, n'est-ce pas? Eh bien, si ce dialogue, parce qu'en réalité, il s'agit pour nous d'exprimer ce que nous ressentons. Par exemple, l'inefficacité... Mais est-ce que la France n'est pas déjà au courant de ce que nous ressentons? Est-ce que ces autorités françaises-là ne sont pas au courant de ce que on le ressent ici en Afrique? Non, Mokhtar, je te parle de le sommet France-Afrique, qui est une institution régulièrement organisée et qui a changé de format. Afrique-France. Voilà. Maintenant, non, même si c'est Afrique-France, même si c'est France-Afrique, c'est pas ça. Mais parce que France-Afrique, ça a une connotation. Et même ça, je trouve que c'est intelligent de changer le nom. Mais enfin, ce que j'ai dit, c'est qu'on est à une première édition. La prochaine édition, là, peut-être que c'est dit qu'on va l'inviter. Il va peut-être refuser. Mais moi, si on m'invite, je pars. Et j'exprimerai ce que l'opinion publique... Objectivement. Mais bien sûr, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire sur le plateau. Et donc, moi, je n'aurai pas de complexe à partir quand on m'invitera. Et c'est pourquoi j'ai dit, ils choisissent bien qui ils invitent. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'inviter les insulteurs publics qui vont venir, qui vont manquer du respect à un président quand même de la République française. Même si on a quelque chose où on a du ressentiment contre le président Macron, c'est pas quand même le président, c'est le président d'une grande puissance. Abakari Arimi, l'influence... Non, vous n'avez pas la parole. L'influence de la France dans son précaré, de plus en plus disputée par d'autres puissances, et Paris est en crise ouverte avec deux de ses anciennes colonies, à savoir le Mali et l'Algérie. Et quel avenir pour les relations entre la France et les pays d'Afrique francophone? Ben, écoute, j'ose espérer que plus rien ne sera comme avant. Parce que la France se comporte, on parle toujours de précaré. Il y a le paternalisme. Voilà, même si le président français ne l'assume pas, nous on pense que la France est paternaliste à notre égard. C'est-à-dire, ils ont l'impression de s'adresser à des tout petits enfants, n'est-ce pas? Et c'est à eux de nous guider. Et au plan économique, il y a plein de choses qui se disent, notamment par rapport au franc CFA. Et nous avons au moins constaté comment est-ce que le président français est venu avec la complicité du président
Ivoiriens, ce qu'ils ont voulu faire pour faire passer cette monnaie, comment ils l'ont déjà appelé, éco. Donc vraiment, je crois que j'espère et j'ose espérer vraiment que ça ne sera plus comme avant, mais il ne faut pas aussi se leurrer, et il ne faut pas fonder beaucoup d'espoir malheureusement, parce que c'est un pays capitaliste, et on sait que l'impérialisme, on l'a beau chasser, va revenir par les fenêtres parce qu'ils ont une capacité extraordinaire à s'adapter. Mais malheureusement, pour eux, le monde n'est plus ce qu'il est, n'est-ce pas? La jeunesse actuelle, qui, à la différence même de nous, n'est-ce pas, ne connaît presque rien à la France-Afrique et qui s'attendent peut-être naïvement à être traités au même pied d'égalité, et de faire vraiment des échanges d'égal à égal. Il ne faut pas se leurrer. Malheureusement, vous avez vu la France et le Mali, comment ça marche. Ils font tout, ils menacent de partir, ils s'énervent, ils crient sur le président malien. Le président malien français est allé jusqu'à, je dirais, insulter les présidents, les responsables politiques de la transition malienne, mais ils n'arrivent pas à quitter. Ils ne peuvent pas quitter. Ils ont autant intérêt que les Maliens de rester, en réalité. Parce qu'ils sont là en train de défendre leurs précarés, n'est-ce pas? Beaucoup, d'ailleurs, n'hésitent pas à dire que la France, sans l'Afrique, la France n'est rien du tout. Bon, est-ce que c'est le cas? Parce que la France est aujourd'hui assez développée et tout, mais toujours est-il que je pense que plus rien ne sera comme avant et les Africains ont intérêt à ce que les lignes bougent. Nous devons vraiment être déterminés. Ils ont eu la chance de nous coloniser, ils ont eu la chance vraiment de réduire nos ancêtres en esclavage, ils ont eu la chance de nous imposer le néocolonialisme. Il est temps de se libérer. Ça, c'est sincère, vraiment, il faut qu'on mette fin à cette domination. On a une longue histoire commune, n'est-ce pas? C'est difficile qu'on se sépare, n'est-ce pas? Mais vraiment qu'ils reviennent, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour qu'on vienne s'asseoir et qu'on parle d'égal à égal. Cette histoire d'Afrique-France, je suis comme si du coup je ne vois que du cinéma. D'abord, je ne sais pas ce qui se faisait avec les chefs d'État. Chaque année, c'est organisé, on parle de sommet France-Afrique, tous les présidents vont là-bas. Ils s'enferment pendant 3 jours, ils reviennent et on vient du sommet France-Afrique. Qu'est-ce qui se dit? Maintenant, la discussion qu'il y a eu avec les jeunes, avec la société civile, qu'est-ce qu'il en sera fait? C'est pourquoi faire? Est-ce que c'est un rapport qui sera fait et qu'on va désormais essayer de déterminer, de changer quelque chose dans le rapport qui nous lie à ce pays colonisateur? Qu'est-ce qui va être fait? Ou bien c'est juste pour du show? D'abord, on a permis à la jeunesse de se défouler, n'est-ce pas, à Macron de faire son show. Et bon, peut-être que notre comportement va un peu changer envers eux. Ou c'est quoi? C'est quoi l'objectif tiré à terre? Rapidement, 30 secondes. 30 secondes. Oui. Premièrement, pour rappeler à mon grand frère, à moins qu'il ait une boule de cristal, moi, même s'il m'arrive d'être invité en France, j'irai et je n'irai pas par le dos de la pierre. Ça, c'est un. Deuxièmement, Arimi a parlé vraiment du joug. Très important, Gary. Hein, vous savez, le joug là, il est temps qu'on arrive à se libérer de ce joug là. Pour vous dire le comportement hypocrite de cette puissance colonisatrice là. Aujourd'hui, prenez un exemple au Mali. Vous voyez, malgré le niet catégorique des autorités de la transition, aujourd'hui, la menace de s'en aller. De s'en aller. Qu'est-ce qu'elle se met à se faire à travers ces médias? C'est de vouloir dresser cette armée malienne contre certaines ethnies par rapport à certaines attaques. C'est pour vous dire quoi? Cette hypocrisie-là, il est temps que ça cesse de la part de la puissance colonisatrice. Et d'ailleurs, je suis d'avis avec Arimi. Ce qui se passe au Mali, là, aujourd'hui, vraiment, les Africains, on a intérêt à être de cœur et d'esprit avec eux pour se départir de ce joug-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, Mokhtar, avec leur décès libre. Ce qui se passe à Kidal, là, ils sont loin d'être la solution, mais plutôt le problème. Gary Amadou, en 10 secondes. Non, je suis heureux que Sidiko ait reconnu que le sommet Afrique-France est aussi important parce qu'il dit que quand il est invité, s'il est invité, il partira. C'est très bien. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que les relations entre l'Afrique et ses anciennes colonies ne seront plus comme avant. C'est évident. Et d'ailleurs, moi, je pense que ce qui vient de se passer là,
le fait que la France ait pris conscience que rencontrer chaque fois les chefs d'État pour faire du truc, du blabla et puis sortir là comme l'a dit pendant 3 jours, ce n'est plus la solution. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique, régie son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.